vivait autrefois, aux confins de l'Asie centrale, un pays d'une grande beauté qui ne pouvait rester pur au cœur des hommes. Il fut envahi par les plus grands empires. Des seigneurs de guerre s'entretuèrent pour le posséder. Les montagnes et les déserts rougirent du sang des guerriers. En un siècle, 12 rois furent assassinés ou détrônés. Le dernier d'entre eux, un calife dévot, était, dit-on, le plus tyrannique de tous. Il faisait emprisonner ou tuer tous ceux qui ne se pliaient pas à son joug. Les femmes adultères étaient lapidées. On raconte même qu'il fit arracher les ongles peints des petites filles. Une chape de plomb religieuse recouvrait le pays. Mais le jour où cette guerre toucha en son cœur la capitale du Nouveau Monde, une armée d'hommes blancs déferla. Elle libéra le peuple, nettoya le pays de ces fous de Dieu, et leur obscur chef, le Mollah Omar, disparut. Un jour, 3 jeunes femmes venues, elles aussi d'Occident, fascinées par l'énigme de cet homme au cœur de pierre, ont décidé de partir à sa recherche. Ils sont bien rares aujourd'hui, les Afghans qui ont connu de près le Mollah Omar. Ils sont tombés sous les balles, croupissent derrière des barreaux ou combattent les soldats occidentaux. Il reste une poignée de survivants à Kaboul, la capitale afghane. Les anciens officiels du régime taliban. Ils se font aujourd'hui discrets, sauf si l'on prononce les mots magiques « Mollah Omar ». On doit vous poser un micro, désolé. Allez-y, je connais. Mollah Omar n'a jamais voulu devenir roi ou prendre le pouvoir. Il a voulu rétablir la paix dans le pays, instaurer la loi islamique et se débarrasser du mal. Il écoutait attentivement les avis. Quand on lui demandait conseil, il écoutait d'abord, puis prenait le temps de réfléchir pour prendre la meilleure décision pour le pays, la population et ses amis. Mollah Omar, un sage? J'ai écrit, lu, dit son nom des centaines de fois, pourtant je ne sais rien de lui. C'est absurde. Cela fait des années que nous traînons nos guêtres en Afghanistan. Leslie derrière sa caméra, Bêteux qui travaille depuis 2 ans sur une biographie du Mollah, et moi. Alors nous avons décidé de plonger dans son univers, jusque dans les régions les plus dangereuses d'Afghanistan. Pour le connaître, il faut accepter d'être dérangé dans nos certitudes. Avec vos hijabs, vous êtes encore plus voilés que des Afghanes. C'est drôle. Je m'appelle Wakil Ahmad Moutawakil. Je viens de la province de Kandahar. J'ai d'abord été directeur de l'information et de la culture sous le régime taliban. Puis je suis devenu conseiller du régime. Et enfin, j'ai été ministre des Affaires étrangères des talibans. Mollah Omar est un homme très doux, fidèle. Il était généreux, un véritable ami. Son vrai visage, bien peu d'hommes le connaissent. Le chef des talibans a su rester anonyme pendant 20 ans, en fuyant les appareils photos. Des clichés circulent pourtant, certains repris en boucle par la presse mondiale, d'autres utilisés par le gouvernement américain pour mettre sa tête à prix.
Nous avons ces photos, si vous pouviez nous dire lesquelles sont les bonnes ou pas. Ce n'est pas Monsieur Omar. Celle-là, c'est Monsieur Omar. Celle-là, oui. La photo a été prise en cachette. Ici, c'est pas lui. Là non plus. À l'époque, il n'était ni à la télévision, ni en photo. Alors, quand j'avais des vêtements neufs, les gens me confondaient et ils venaient m'embrasser la main en signe de respect. Alors je disais, ce n'est pas moi, Mollah Omar, je ne suis pas borgne. Il est né à Naoudé, à côté de Kandahar. Son lieu de naissance, premier indice concret. Nous partons pour le sud afghan, un vol de 600 km de Kaboul à Kandahar, la ville fondée par Alexandre le Grand. Aujourd'hui, elle symbolise autre chose. Mollah Omar y a régné de 1996 à 2001. C'est le berceau du mouvement taliban. Continuons de remonter le temps. Mohamed Omar Otaki y serait né autour de 1960. Bon, la carte n'est pas vraiment détaillée. Il y a une route ici. Ah oui. Et une route là. Tu vois? Oui, oui. Donc je suggère qu'on prenne celle-ci. On doit prendre cette route qui va à Makwan. Makwan. Attends, je fais une photo. Ça devrait aller. C'est pas très loin de la route. Peut-être qu'il y a un chemin qui conduit à Naoudé. C'est très proche. Ça serait super, mais il n'y a pas de route sur la carte. Peut-être qu'il n'y a pas de détails parce que c'est le désert. Mais il y a sûrement des pistes. Ça couvre bien, c'est bien ce que les hommes veulent. C'est pas ta burkas? Ah si. Elles sont bien pratiques, ces burkas. Elles nous permettent de quitter Kandahar en toute discrétion. Nous avançons à l'aveuglette vers ce village de Naoudé, là où tout a commencé. Mollah Omar est entré. C'était un personnage impressionnant, dans la mesure où il était très grand. Sa barbe était large et longue, elle lui arrivait pratiquement aux yeux. Il portait ce que je crois être une robe de Kandahar, qui lui arrivait juste sous les genoux. Il était jambes et pieds nus en arrivant. Un groupe est sorti, avec Mollah Omar parmi eux. Rien ne permettait de le distinguer des autres. Il ne se tenait pas à l'écart, les autres n'étaient pas déférents. Je ne me souviens pas s'il était devant ou derrière, mais il n'était rien d'autre que le premier de ses semblables dans un mouvement très égalitaire. Le charisme qu'il pouvait avoir ne se ressentait pas quand il parlait, mais plutôt par sa présence. Il ne parlait pas beaucoup de sa famille. Il a juste dit qu'elle était très pauvre. Quand je lui ai demandé si je pouvais voir sa maison, sa mosquée, il m'a dit... Maintenant, Monsieur Youssoufzai de la BBC veut voir ma maison. Suis-je devenu si important que ça? Ma maison est toute petite. Ma mosquée est en terre battue. Ok, donc la mosquée est juste là. Nous arrivons au village natal de Mollah Omar. Je ne suis pas tranquille. Les habitants sont très pauvres ici. À leur place, je me dirais que 3 occidentales valent leur pesant d'or. Le chef du village nous reçoit bien volontiers. Est-ce que tu peux lui demander, sur le ton de la blague, la légende dit que Mollah Omar est né ici, dans une de ces maisons.
C'est pas son village ici. Nous, c'est Naouédé. Le sien, c'est quoi déjà? Naouédé. Et les Américains, ils sont venus frapper aux portes ici? Genre, où est le terroriste le plus recherché? Bien sûr que les Américains sont venus poser des questions à nos barbes blanches. Même à toi, hein? On a dit qu'il était de l'autre, Naouédé. Bien sûr qu'ils nous ont demandé. Ok, à moi de vous faire une blague. Ma mère croit qu'Obama habite dans un village qui est à côté d'ici. Et pourquoi? Parce que tout le monde a la peau foncée là-bas. Bienvenue dans le labyrinthe d'une culture orale. Il existe 3 villages du même nom dans la province de Kandahar. Nous allons donc tenter celui qui est de l'autre côté de la ville, à travers un des bastions des talibans. Les hommes du Mollah Omar y mènent une rébellion sanglante contre les soldats occidentaux et l'armée afghane depuis plus d'une décennie. Ça peut aboutir à quelque chose, Sharif. Je le sens bien. Ces gens, on est au calme ici. Est-ce que vous pourriez nous indiquer la maison de Mollah Omar? Non, je ne sais pas où est sa maison. Vous savez, les gens sont partis travailler loin, au Pakistan, à Kaboul, dans les grandes villes. Mais son père a été enterré dans notre cimetière. Ah bon? Ouais, c'est ce que tout le monde dit, oui, que le père de Mollah Omar est enterré ici. Il venait avec les membres de son cabinet. Il y avait 6 ou 7 voitures qui étaient stationnées là-bas à l'entrée. Je me disais que peut-être des gens participaient à une réunion. J'ai pas pu savoir s'il s'arrêtait sur une tombe en particulier ou pas. Et il venait souvent? Ah oui, tous les jeudis. Mohamed Omar devient orphelin à 3 ans. Quand on est allé au cimetière, il m'a dit qu'une des tombes était celle de son père. Mais il ne savait pas laquelle c'était parce qu'il n'y avait pas de nom. Combien de fois m'a-t-il répété qu'enfant, il était allé la chercher, mais qu'il ne l'avait jamais trouvée. Il aimait son père, comme nous tous, oui. Il avait énormément d'affection pour lui. Et ça le peinait beaucoup qu'il soit parti si tôt, qu'il soit mort si jeune. Maladie, meurtre, le doute subsiste. Même Beth, la spécialiste, n'a pu reconstituer les faits. C'est une mort mystérieuse, car la famille, immédiatement après la mort du père de Mollah Omar, est partie. C'est comme si la famille avait fui le village. Ils n'avaient pas vraiment de raison de partir, mais ils l'ont fait. Et ils sont partis le plus loin possible, dans un endroit où ils ne connaissaient personne. Sinon, c'est comment la sécurité? Ça se calme? Ok, on verra. Notre vol est à 9 h. Ce sera l'avion donc. Les longues heures de route ne nous dérangent pas, mais les bombes artisanales ou les barrages des talibans, un peu oui. La province d'Uruzgan est loin dans les terres, perdue en plein centre du pays. Mollah Omar a vécu ici de 3 à environ 20 ans. Et s'il y était revenu pour se cacher? Le district de Deraoud est particulièrement isolé.
Tu imagines si on le trouve? Non, mais tu imagines si on le trouve? Une fois arrivés, seule la police accepte de nous loger. Le contact clé de Bette est supposé nous y rejoindre. Espérons qu'il ne se sente pas insulté ou menacé. Koudouz soutient possiblement les talibans. C'est un ami d'enfance du Mollah Omar. Salam. Salam alaikum. On se voyait beaucoup dans le temps. On jouait ensemble. On était copains en fait. À l'époque, c'était un bagarreur, tu vois. Il se disputait avec sa mère, avec son oncle, même avec moi, avec tout le monde. Et quand il était de bonne humeur, c'était le plus drôle de nous tous. Un soir, il a ramené un chien, une femelle en chaleur, dans la maison de son oncle, le Mollah. Et là, le Mollah, il est sorti, furieux. Il m'a dit, va me chercher un bâton, je vais punir Robin. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, mais ma maison est remplie de chiens. Tu comprends? Une chienne en chaleur. Après, Omar, il est arrivé et il m'a dit, lui donne pas, hein, sinon il va me frapper. Tu vois, il faisait ce genre de blague quand il était petit. On peut venir toutes les trois dans ton village de Tanguy en burqa? Ah non, c'est pas possible, c'est que des talibans. Notre principal témoin ne veut pas s'éterniser chez les policiers, ni être vu avec des occidentales. Il ne nous emmènera pas dans son village. Chou blanc. Les talibans étaient et sont toujours un groupe bizarre, comme une fraternité fermée. Une fraternité dont on ne pouvait faire partie qu'en venant de certaines madrasas. Surtout à une époque où il n'y avait ni Internet, ni télé, ni téléphone, juste la radio. C'était à peu près tout. Les talibans ont probablement été diabolisés à un point tel que c'en est devenu embarrassant, notamment pour ceux qui défendent le besoin de se réconcilier avec eux. Nous ne les avons pas assez reconnus comme une expression de la société afghane. Peut-être pas la plus importante, ni la plus aimable, mais ils représentent une expression légitime de l'expérience historique afghane et de sa culture. Nous sommes toujours dans cette province de Rouzgan, avec une nouvelle piste, un chef de tribu que Bette a déjà rencontré. La confiance est mutuelle. Kader Haïdari accepte de nous conduire dans le village du Mollah Omar. Il est où le chauffeur? Il est ici. Tu n'as pas ta burqa, c'est la mauvaise. Mauvaise burqa. Elle est plus courte. J'avais pas vu. C'est drôle. Oh my God. Pour d'obscures luttes de pouvoir, Haïdari a choisi de s'opposer aux talibans. Il lui en reste d'ailleurs plusieurs balles dans le corps, mais avant ça, il était un de leurs fervents soutiens. Haïdari se souvient bien du Mollah Omar, un petit gars du cru. Ici, il y avait des combats pendant le djihad? Partout, il y avait des combats. Mollah Omar, il était là? Là-bas, je vais vous montrer. D'accord. Tiens, tu vois cette route-là, c'est lui qui l'a fait construire. Il a dû vivre par ici. Adolescent, il suit les traces de son défunt père. Il se prépare à faire une carrière paisible, gratifiante dans l'enseignement islamique. Mais vers 18 ans, en 1979, l'histoire change le cours de sa vie. L'Union soviétique vient sans doute d'entreprendre l'engagement militaire le plus massif
qu'elle ait déployé hors des pays du pacte de Varsovie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Réduire au plus vite et par tous les moyens la résistance des rebelles afghans, c'est l'objectif que Moscou semble s'être fixé. Mais c'était sans compter avec la force de l'islam. Dans cette province du pays, les soviétiques rencontrent la plus forte résistance de la part des rebelles musulmans. Il m'a dit, écoute, je suis étudiant, Moudjahid. Je veux qu'on m'appelle Mohamed Omar Moudjahid. Moudjahid veut dire guerrier saint, celui qui fait le djihad. Je ne suis pas mollah, parce qu'un mollah, c'est quelqu'un de qualifié. C'est un érudit islamique. Moi, j'étudiais dans une école, mais à cause des circonstances, je n'ai pas pu terminer mon éducation. J'ai pensé que la priorité était de me battre pour mon pays. Dans ce village perdu d'Uruzgan, Omar fait ses premières armes. Comme notre hôte, Haïdari, il était à peine adulte. On vieillit vite en Afghanistan. La violence fait toujours partie du paysage. Simplement, ce ne sont plus les mêmes belligérants. À l'heure du retrait des soldats américains, les Afghans s'entretuent pour le pouvoir. Ça. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas avoir peur. Allez, venez, venez. Il y a eu un malaise là. Le chauffeur a essayé de me donner son pistolet en me disant « Prends-le, c'est mieux ». Et j'ai dit non, non, non. Venez, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Si les talibans viennent, on vous défendra jusqu'à la mort. Les combats là, c'est qui? Les talibans? Je ne les connais pas. Ils sont de l'autre côté de la rivière. Vous vous rappelez de Mollah Omar? Je m'en rappelle très bien. On était dans la même madrasa. Il avait mon âge, 1 ou 2 ans près. Vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez vu? J'étais petit en ce temps-là. Il n'arrêtait pas de bouger d'un endroit à un autre, parce qu'il n'avait pas de maison. Un jour ici, un jour là, parce que son oncle était mollah. Ils sont arrivés du centre du district et ils ont loué une terre ici. Ils s'entendaient bien entre eux? Nous, ça ne nous regardait pas, leur relation. Mais quand on voyait leur comportement, on se posait des questions, comme s'il y avait un malaise. En public, ils faisaient semblant de bien s'entendre. Mais on a vite compris qu'au fond, ils ne s'aimaient pas. La maison de famille de Mollah Omar est à quelques centaines de mètres, juste à côté de la ligne de front. C'est cette maison-là? Oui, oui, c'est celle-là. Rentre, rentre, on ne peut pas y aller, nous. Combien de personnes vivent ici? Chez nous, 5. 5 personnes. J'ai un fils et 2 filles de leur mère. Ah, il a qu'une femme. Et j'ai qu'un seul fils. Ici, c'était la maison de Mollah Omar?
Je ne sais pas, moi. On n'était pas là à l'époque du Mollah Omar. Mollah Omar venait ici. C'est son oncle qui louait le terrain. Il a construit la maison, puis il est parti à Kandahar. Sa famille a bien vécu ici, oui. Mais Omar, dès ses 12 ans, n'y habitait, semble-t-il, déjà plus. En fait, quand il est arrivé dans le village, il est tout de suite allé vivre dans notre madrasa. Il était en froid avec sa famille? En fait, son père était mort et sa mère s'était remariée avec son oncle. C'est ça l'histoire. Il était malheureux que sa mère se soit remariée. Ah, d'accord, je comprends. Il n'était pas content qu'elle se remarie avec son oncle. C'est ça l'histoire. Avec son oncle, oui, c'est ça. Pour ne pas laisser une veuve seule, on lui fait épouser le frère du défunt. Une drôle de tradition afghane. Je comprends mieux pourquoi Mollah Omar l'a fait interdire quand il était au pouvoir. Adolescent, il devient le mouton noir de la famille. Pas étonnant non plus qu'il ait fait de ses camarades de madrasa, avec qui il combat les Russes, une deuxième famille. Il dormait dans cette pièce. On en a passé du temps ensemble ici et dans la pièce d'à côté. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? On se reposait. C'était la base des Moudjahidines, on posait nos armes. C'était l'époque du djihad contre les soviétiques. On a passé beaucoup de temps ensemble. Il allait et venait, on partageait nos repas, c'était une période très douce. Il n'est pas venu une fois, mais des dizaines de fois. J'avais confiance en lui, on s'entendait bien. Il était très fort en lutte aussi, et en lancer. Vous voulez voir? Ah, il veut nous montrer le lancer de pierre. Tu la prends et tu la lances là-bas. Poussez-vous les enfants. Poussez-vous les petits. C'est comme ça qu'il lançait Mollah Omar. Voilà. Et Mollah Omar lançait vraiment comme ça? Oui. On jouait à d'autres jeux aussi. Allez, passe-moi tes billes. En voilà deux. Une ici, une autre là. Il y en a deux. Tu les bouges pas. Moi, je vais tirer d'ici. Regarde, c'est intéressant. Ah, j'ai du mal à m'asseoir. C'est à cause de mes blessures. Regarde, on faisait comme ça. Je vais tirer une bille à côté de l'autre. Et je joue à la place de l'autre. Et je tire. Là, je vais tirer ta bille en deuxième. C'est bon, j'ai terminé, j'ai tout gagné. Il jouait comme ça, Omar. Passe-les-moi, mon fils. Allez, on va boire du thé. Des guerriers jouant à des jeux d'enfants. J'ai beau avoir vécu 6 ans dans ce pays, je reste toujours déconcertée par cette candeur inattendue. Mal aimé, en quête d'une figure paternelle, Omar veut s'illustrer dans la lutte contre les soviétiques. À 20 ans, il quitte cette province oubliée d'Uruzgan avec son commandant et une poignée d'amis, tous étudiants en religion. Mollah Omar retourne à Kandahar, nous aussi. Au milieu des années 80, la province est secouée par d'intenses combats. Omar y prouve sa valeur.
Bette, un témoin de première main, le docteur Balouch, était le médecin de son groupe d'étudiants combattants. On pose la question directement? Oui, directement. Alors la première fois qu'il l'a rencontré? Il avait une balle dans le torse. C'était dans le village de Sanguissar. Cette nuit-là, je suis venu pour enlever la balle. Je l'ai surtout connu pendant la guerre. Je l'ai vu tirer de mes propres yeux quand il a attaqué un char. Il a été blessé à l'œil. Son globe s'est détaché en pleine bataille. C'était pendant des combats. Je l'ai vu attraper son œil, comme ça, l'arracher et le jeter. Mais juste, ça lui arrivait de sourire parfois? Ou de blaguer? Je ne l'ai vu rire qu'une fois, quand il a abattu un MiG pour venger la mort de 2 amis. Sanguissar nous attire inévitablement. Il ne faudra pas traîner par contre. Les habitants, nous dit-on, soutiennent tous les talibans. Sanguissar est le village mythique, en périphérie de Kandahar, où le Mollah Omar a créé son mouvement. Il s'y est installé quand il combattait les soviétiques. C'était sa mosquée ici. Il était avec ses amis et un autre mollah. Et puis, pendant la guerre... D'accord, mais qu'est-ce qu'il faisait? Comment vivait-il exactement? Montrez-nous. Il se lavait là pour ses ablutions. Et il s'asseyait dans cette pièce. Ici, vraiment? Oui, il donnait ses cours ici, assis au milieu de ses amis étudiants. À cette époque, c'était le djihad. Soit il partait au combat s'il y en avait, soit il dirigeait la prière parce que c'était notre imam. Allez, viens, Hacham. On a été bombardés 75 fois un jour. Que Dieu me pende si je mens. La porte et les vitres de la mosquée ont explosé partout. Quand je suis sorti, je pouvais à peine voir mes mains, tellement il y avait de poussière. La rue était couverte de débris. Mais il se détendait parfois? Évidemment. Il tapait sur les marmites, comme ça, des tambours. Ils avaient un abri, leur repère, tous des talibans. Ils avaient une vingtaine de copains. Tous les jeudis soirs, tous les talibans du village le retrouvaient ici. Ils y passaient la nuit et repartaient le lendemain matin. Allez, je chante. Allez, récite un poème. Toi aussi, tu aimais chanter. Je te regarde pas. Allez, vas-y. Mollah Omar n'a jamais complètement interdit la musique. Depuis le djihad, les talibans ont le droit de chanter Dieu et la guerre. Aujourd'hui, c'est Mikhaïl Gorbatchev à Moscou qui déclare tout à fait officiellement le retrait des troupes soviétiques. Malgré tout, les soviétiques ont tenu leurs engagements. Ils auront retiré près de 57 000 hommes. Ça n'a pas traîné. Les soviétiques viennent de tourner le dos. Une guerre fratricide s'esquisse. Démoralisation, intimidation, cruel hors d'œuvre à la phase finale d'une guerre vieille de 10 ans. 1990, les Moudjahidines sont victorieux, mais se déchirent pour le pouvoir. C'est la guerre civile. Mollah Omar a déposé les armes et repris ses études. Il assiste impuissant au saccage du pays par les seigneurs de guerre. J'ai filmé en une prise 3 bus en train de se faire voler, en même temps, par 3 groupes différents, en une prise. C'était ça la vie en Afghanistan. C'était un cauchemar de se déplacer pour les civils. Il restait tellement d'armes après la guerre, tellement d'anciens combattants du djihad, désœuvrés. Ils se sont tournés vers le vol et le banditisme.
Kandahar est alors un champ de ruines conquis par des pillards. Amertume et sales souvenirs. Des veuves, victimes des exactions des seigneurs de guerre, nous ouvrent leurs portes. Nous ne pourrons jamais oublier cette barbarie. Ce genre d'horreur est inoubliable. Un jour, une dame amenait des œufs qu'elle voulait vendre au marché. Des hommes l'ont vue et lui ont dit qu'ils allaient l'aider à les porter. Elle était vieille. Ça aurait pu être ta mère ou ta grand-mère même. Mais ces bandits l'ont emmenée dans la montagne et l'ont souillée. Ils ont brûlé l'école aussi. Les hommes n'avaient plus le droit de venir vendre leurs légumes en ville. Les filles et les garçons ne pouvaient plus sortir. Nous les enfermions comme des prisonniers, comme du bétail. Ils nous traitaient comme des animaux. Ils ont pillé tout ce que j'avais à la maison. À cause d'eux, j'ai dû marier mes filles au premier venu, pour qu'elles quittent Kandahar, juste à cause de ces bâtards. Elles habitent tellement loin maintenant que je ne les vois plus. À Kandahar, c'était le pire. La pédophilie a commencé. Les commandants avaient leurs petits garçons. Certains les ont même épousés. Ils ont tué des centaines de milliers de personnes. Comment ils faisaient? Vous voulez savoir quelles horreurs ils ont commises? Eh bien, par exemple, ils ont coupé des têtes. Ils ont cousu au corps encore chaud qui tressaillait. Et ils ont appelé ça la danse des morts. La rumeur dit que tout vient de Mollah Omar lui-même, qu'il voulait un changement. Puis, on a raconté qu'il a vu la révolution dans un rêve. Mais en fait, la réalité est différente. Le mouvement commence avec un seigneur de la drogue qui lui a dit « Je t'offre ma milice, toutes mes voitures, toutes mes armes, tout ce dont tu as besoin. » La chose intelligente aussi est que ce seigneur de la drogue a organisé des rencontres cruciales avec tous les chefs tribaux locaux. C'est pour ça que Mollah Omar s'est lancé. Mais c'était une opération très risquée. Nous sommes à l'automne 1994. Omar, ses amis mollahs et leurs étudiants déferlent sur Kandahar. Accueillis en sauveurs par une population exsangue, le succès dépasse leurs espérances. En quelques semaines, ils prennent le sud afghan. En 3 mois, un tiers du pays. En 6, ils sont aux portes de Kaboul. À Kandahar, la population voit en lui un nouveau roi. Il a donc droit à un privilège suprême, accéder au manteau qui aurait été, dit-on, porté par le prophète. Je suis le 7e gardien du sanctuaire. Mon fils sera le 8e. Le roi a donné la garde du manteau à mon aïeul, car il avait réussi à ouvrir le coffre sans le toucher. Depuis, de père en fils, nous héritons de la charge. Voici la porte du sanctuaire. Le manteau est à l'intérieur, dans un grand coffre, qui en renferme un deuxième.
puis un troisième, plus petit, en or blanc. Mais tu ne peux pas le voir, il ne peut être ouvert que sur ordre du roi. Le 4 avril 1996, il les ouvre au Mollah Omar. Il lui remet cette étoffe sacrée aux vertus miraculeuses. Le manteau n'a pas de couleur. Quand plusieurs personnes le regardent, une va te dire qu'il est rouge, l'autre qu'il est bleu, et le troisième qu'il est noir. Chacun le verra différemment. Tu ne verras jamais sa vraie couleur. C'est la seconde sortie du manteau en un siècle. Mollah Omar l'exhibe pour légitimer son pouvoir. Le moment a été capturé par une caméra, la seule à avoir jamais filmé le chef des talibans. C'est comme s'il y avait la Coupe du Monde dans votre ville, alors que tout le monde est obsédé par le foot. Ils y sont tous allés. Quand il a sorti le manteau, c'était un peu comme si votre équipe était sur le point de marquer. Tout le monde était scotché. J'ai eu l'opportunité de filmer Mollah Omar en cachette parce que tout le monde était concentré sur le manteau qu'il dévoilait. Quand je l'ai sorti de son coffre, j'ai dit à Mollah Omar de le porter et d'aller prier. Quand on prie, c'est vers la Mecque. Mais il était tellement ému qu'il restait tourné vers l'Est. J'ai dû lui dire, « Monsieur Mollah, tournez-vous de l'autre côté. » Mollah Omar devient l'émir des croyants, le dernier calife d'Afghanistan. En Afghanistan, le nombre de femmes va traditionnellement de pair avec le statut social. Il est temps pour Mollah Omar de se choisir une deuxième épouse. On dit tout bas qu'il serait allé chercher Guljana, une ancienne élève de Sanguissar. Ahmad est un de ses proches. Après le djihad, il avait un seul fils appelé Yacoub. Il avait sa femme et puis ce Yacoub. Alors il a pris une deuxième femme. Et cette deuxième femme, elle est d'ici? Oui, oui, d'ici. Et elle est de ta famille? On est des cousins, oui. Mais des ennemis aussi. Guljana, elle ne connaissait même pas l'alphabet, c'est pour ça qu'elle a assisté à ses cours. Il est tombé amoureux d'elle, mais elle était trop jeune. C'est bien plus tard qu'il l'a épousée. Mollah Omar était ici et sa maison à elle, là. C'est fascinant. Mollah Omar, en amoureux délicat et patient, ce serait presque touchant si son régime n'était pas devenu un symbole de l'oppression des femmes. Ahmed ne souhaitait pas être vu trop longtemps avec des occidentales à Sanguissar. On aurait pu le taxer d'être espion. Il nous retrouve à Kandahar le lendemain. En fait, mon cousin va épouser la fille de Guljana et de Mollah Omar. J'ai fait la demande moi-même. Je suis allé chez sa famille il y a 1 an environ pour discuter mariage. Ils ont aussi un fils. Il s'appelle Khalil. Ils vivent toujours chez leur mère? Non, tous ses fils sont en madrasa, d'un bon niveau. Ils ne rentrent plus chez eux. Même pas le soir? Non. Où ça? À Quetta. Ouais, ils sont à Quetta. Vous pensez qu'il est où, Mollah Omar? Écoute,
Son propre fils, qui a 14-15 ans, quand il regarde la télé ou sur Internet et qu'il voit un homme d'un certain âge, il demande à ses oncles si son père pourrait avoir le même âge. Alors comment est-ce que moi, je pourrais savoir où il est? On pourrait essayer d'aller jeter un œil à cette madrasa où le fils de Mollah Omar vit. Que ce soit vrai ou pas d'ailleurs. C'est juste un voyage. C'est une raison pour aller à Quetta. On a une bonne raison pour y aller. Dès 1994, les talibans afghans, réfugiés notamment à Quetta, au Pakistan voisin, viennent soutenir leurs frères d'armes. 4 ans plus tard, 90% de l'Afghanistan est pacifié. Le Mollah Omar pense bien faire. Il laisse le soin aux érudits religieux de rétablir l'ordre, par l'exemple. Terminer la criminalité. Fini l'opium. La paix est revenue, oui. À coups de prison, d'amputation, de peine de mort. Interdit les jeux d'argent, la musique et la mode occidentale. Les traditions rurales envahissent l'Afghanistan. J'ai été présentée au cercle rapproché du Mollah Omar. Ils m'ont dit que, comme j'étais une femme afghane, que j'aidais la population, j'avais le droit de continuer mon travail. J'allais de district en district pour aider gratuitement les femmes. C'était bien qu'on puisse travailler avec d'autres femmes, qu'on puisse soigner les femmes malades. Mais on ne pouvait ni parler aux hommes, ni travailler avec eux. C'était ça le vrai problème. D'abord, ce ne sont pas les talibans qui oppriment les femmes dans ce pays. Elles étaient étouffées avant les talibans, donc c'est une idée fausse. Et aujourd'hui, vous ne trouvez pas de femmes qui sont vraiment affranchies, qui font ce qu'elles veulent. C'est culturel. Les talibans étaient vraiment en harmonie avec leur propre culture. L'oppression des femmes en Afghanistan est une chose culturelle et non religieuse. C'était une histoire complexe. Il fallait toujours faire le tri entre la vérité et les mensonges. Je vous donne un exemple. Il y a ce mythe répandu que les talibans coupaient les doigts des petites filles qui portaient du vernis. Ce n'était pas vrai. Quand je l'ai exposé, j'ai été accusée d'être une amoureuse des talibans. Il y avait toujours du bon et du mauvais avec les talibans. Ils n'ont jamais dit que c'était interdit pour les filles d'aller à l'école, mais que c'était trop dangereux. Un nombre colossal de filles allaient à l'école à Kaboul, dans les maisons. Des écoles entières clandestines fonctionnaient. Les talibans ont fermé les yeux. Nous avions un projet pilote de construire 40 écoles de filles et 40 de garçons. Les talibans tenaient à cette égalité. Ok, pourquoi pas, comme dans le reste du monde. Donc ce projet de 40 plus 40 était presque scellé. Mais là, je ne citerai pas de nom, les Nations Unies ont décidé que ce serait tout ou rien. Des écoles de filles partout en Afghanistan ou aucune. Les talibans m'ont dit, tu vois, vous n'êtes pas sérieux, on ne peut pas vous faire confiance. Et ils avaient raison, on ne tenait pas nos promesses. Mais le chef des talibans ne s'implique pas dans cette querelle sur l'éducation. Il n'est pas à Kaboul, il dirige le pays depuis Kandahar, depuis la maison du gouverneur de la province. Elle est toujours là d'ailleurs, simplement les locataires ont changé. Que faisaient les talibans dans le bâtiment? Ils faisaient exactement comme nous. Par exemple, ils y travaillaient, ils y dormaient. C'était aussi leur lieu de vie et aussi leur bureau. Ils travaillaient ici. Ils vivaient ici, c'est tout. Le chef des talibans ne se préoccupe que de la paix et donc de la guerre. Il se consacre à ses soldats qui combattent au nord les troupes du commandant Massoud, l'ennemi juré. Il ne voit pas monter l'antagonisme entre les conservateurs des campagnes, qu'il incarne,
et les citadins. Il ne sent pas que les Occidentaux prennent de plus en plus parti contre son régime, qualifié d'obscurantiste, et avec lequel il commence à rêver d'en découdre. D'autant qu'un ennemi des États-Unis, Osama Ben Laden, se cache en Afghanistan. Jamal Ismaël est un des rares journalistes à s'être retrouvé au cœur de la tourmente. Vous l'avez interviewé quand, Osama Ben Laden? Osama, il y a une semaine. Non, ces photos ont été prises en 1998. Mollah Omar ne connaissait pas personnellement Osama. Il avait peut-être entendu parler de sa participation au djihad dans l'est du pays, au combat ou de son soutien financier aux moudjahidines afghans. Mais par la suite, Osama est passé sous le contrôle de Mollah Omar, dans sa zone. Mollah Omar est devenu responsable de sa sécurité. En mai 1998, Jamal est convié à une conférence de presse. Du haut de ces montagnes afghanes, Osama Ben Laden déclare la guerre à l'Amérique. Mollah Omar est furieux. Il est coincé entre la coutume afghane, toute puissante de l'accueil, et le sentiment d'être trahi. Il m'a dit, comment ose-t-il utiliser le sol de mon pays pour déclarer son djihad contre l'Amérique et Israël? Comment peut-il abuser de mon hospitalité? Il m'a dit, je vais l'appeler. Comment ose-t-il? Il ne m'a rien demandé. Il ne m'en a pas parlé. Il était très en colère. L'objectif d'Oussama Ben Laden et des Arabes n'avait rien de local. Il avait un agenda international. Il voulait que tous les pays musulmans s'unissent sous une même bannière islamique. Oussama Ben Laden avait le projet d'une nation unie. Mais l'agenda des talibans n'avait rien à voir, il était national. Il voulait uniquement résoudre les problèmes en Afghanistan. Je suis toujours certain, je suis convaincu que les talibans ne connaissaient pas le projet d'Al-Qaïda ou de Ben Laden d'attaquer l'Amérique. Le 11 septembre 2001 précipite la chute du Mollah. 2 mois plus tard, les bombardiers américains pilonnent l'Afghanistan. Ben Laden décampe, puis les talibans capitulent. Omar disparaît. Nous ne savons ni où, ni comment. Où est le Mollah Omar? C'est la question à 24 millions de dollars. Selon moi, il n'y a pratiquement aucun doute qu'il est au Pakistan. Il y a eu des rumeurs que peut-être il s'était ou avait été déplacé à Karachi. Bien sûr, n'oublions pas qu'en 2010, Mollah Bradar, le numéro 2 du mouvement à l'époque, a été capturé à Karachi ou à côté de Karachi. Karachi est une mégapole de 20 millions d'âmes, un labyrinthe bruyant, étouffant. C'est le lieu parfait pour disparaître. Dans ces méandres se côtoient petits commerçants, miséreux et djihadistes de toutes sortes. Aziz, un ami journaliste pakistanais, a accepté de nous emmener dans le quartier des réfugiés afghans. L'adjoint et meilleur ami du Mollah Omar a été capturé quelque part ici. Baldia, c'est de ce côté. Ici, c'est dangereux pour nous et aussi pour les étrangers. Oui, parce que ces quartiers appartiennent aux talibans. Il y a des talibans pakistanais et des talibans afghans. Dans cette zone, le Mollah Omar a passé du temps. Il a vécu ici, en 2010. Ouais, Mollah Omar. Comment sais-tu qu'il a vécu ici? Ce sont nos sources, des sources fiables, qui ont dit que le Mollah Omar, quand il était à Quetta... Le chauffeur dit qu'il faut faire attention. Oui. Donc, selon des sources, il a passé du temps ici. Dans quelle rue? Je ne sais pas dans quelle rue. C'est bien trop grand ici.
Tu penses qu'il y est toujours? Je ne pense pas qu'il soit toujours à Karachi, parce que les officiels pakistanais l'ont nié. Et en même temps, ils ont nié la présence d'Oussama Ben Laden. Mais il a été trouvé au Pakistan. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Qu'est-ce que je croyais? Tomber sur le Mollah Omar à l'improviste, en train de boire un thé. Rien ne se dénoue à Karachi, bien au contraire. Nous voulions aller à Quetta, où habiterait Guljana, la deuxième femme du Mollah Omar et leurs enfants. Personne ne veut nous y emmener. Tout est trop sensible. Je m'appelle Nazir Leghari, je suis le rédacteur en chef du Jang, le premier journal du Pakistan. Nasir a aussi interviewé le Mollah Omar en 1995. Il doit pouvoir nous mettre sur une piste. Certaines personnes disent qu'il est au Pakistan. Mais je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'au Pakistan, la CIA travaille clandestinement ou ouvertement. Et les renseignements pakistanais aussi. Qui pourrait garder les déplacements du Mollah Omar secret? C'est le grand mystère. Absolument. Un grand mystère. Le plus grand mystère au monde, c'est où est Mollah Omar? Et comment il va? Où il est? Comment il mange? Boit? Comment il s'assoit? Où il dort? Tout. C'est un mystère, on le sait tous. Tous les services secrets du monde s'y sont cassés les dents. Le Mollah Omar est introuvable. Les talibans afghans parlent encore en son nom, mais lui se terre. En Afghanistan, au Pakistan, nous ne saurons pas. Et nous commençons à nous lasser de notre périple sans fin. Mais un Afghan appelle de Kandahar. Il chuchote presque ces quelques mots. J'ai repéré sa maison, venez. Mollah Omar habiterait, selon lui, à 2 heures de route de Kandahar, dans la campagne du sud afghan. C'est la maison de Gulara. Le chef des talibans se cacherait ici, sous un autre nom, Gulara. Il vous fait dire qu'il refuse radicalement. Il ne veut voir ni caméra, ni journaliste. Est-ce que... On a dit qu'on ne filmerait même pas. Mais non, il a refusé. J'ai pris son numéro. Il m'a donné un faux numéro. C'est peut-être Mollah Omar qui se cache. Hein? C'est Mollah Omar qui se cache. Non. Je montre mon visage, non? On n'a plus rien à perdre. Vas-y. Il accepte finalement, mais c'est encore un coup dans l'eau. Ce n'est pas le Mollah Omar, je reconnais cet homme. Sa photo circule depuis une décennie. Elle est partout sur Internet. C'est un sosie. C'est pas vous là non plus? Je vais lui montrer. Monsieur Gulara, c'est votre photo, ça? Oui. C'est quoi? Demande-lui. C'est une photo de moi. Un homme est venu, il a dit qu'il voulait me prendre en photo là-bas. Tu vois la maison là? Il m'a pris en photo là-bas. C'est une photo, tu vois. Comme celle-là, du djihad, quand j'étais jeune. Il voulait me prendre en photo et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que c'était pour un journal américain. Parce que j'étais un ancien moudjahid. Après ça, je suis sorti et j'ai mis mon turban.
J'étais ici. Je me souviens, j'étais ici pour la photo. Et lui, il s'est mis là-bas. Il m'a pris dans ce sens-là. Goulara est en définitive flatté de raconter sa mésaventure, mais je ne l'entends plus. J'imagine que le Mollah Omar prend forme là, devant nous. Il n'a rien à voir avec le bestiaire des contes médiatiques modernes. C'est un Afghan parmi d'autres. Lui aussi prisonnier de siècles de guerre et de tradition. Le dernier calife d'Afghanistan a pour l'instant choisi l'ombre. Nous ne l'avons pas retrouvé. Mais il reste le guide incontesté des talibans, le seul qui pourrait leur faire déposer les armes. Mollah Omar est indissociable de l'avenir du pays. Un jour, il faudra qu'il accepte de parler. Bette, Leslie et moi